Joliba Afternoon News. Le Conseil de sécurité de l'ONU et la CEDEAO appellent au respect strict du délai de la transition. C'était lors de la visite de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies au Mali. L'invité culture de la semaine, c'est Cheikhne Sissoko, initiateur du festival 55 Taman Hip Hop. L'Inde veut investir dans l'énergie solaire pour se désintoxiquer du charbon. Plus de détails sur le sujet dans la page internationale. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Joliba TV News. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité en bref. Des acteurs politiques, des représentants de l'administration et des experts participent depuis ce jeudi à l'atelier sur l'avant-projet de loi électorale, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie à boycotter ces travaux. La direction de l'information et les relations publiques de l'armée a animé sa traditionnelle conférence de presse, une occasion mensuelle pour faire le point des résultats des opérations militaires. Aruna Saliakone pour le compte-rendu. Le bilan des opérations militaires du mois a été rendu public. Au cours des combats, les femmes et leurs partenaires ont perdu des éléments et du matériel. Donc nous avons eu à perdre au moins 27 éléments. Chez les GAT, il y a eu 24. La MINUSMA aussi, pour incident de DEI, a perdu un élément. Et les blessés, nous comptons au moins 23. À la MINUSMA, il y a eu 4 blessés. On a eu à perdre quelques véhicules, au moins 5 véhicules ont été détruits. 2 emportés. Au-delà de ces pertes, nos militaires fournissent beaucoup d'efforts de sécurisation de nos populations, ce qui contraint les terroristes à persévérer dans leur stratégie de guerre asymétrique. Des populations qui ont été encerclées, mais les FAMA ont libéré la zone complètement. Cette perte ne peut pas cacher aussi l'effort que nos FAMA sont en train de faire sur le terrain. Tous les jours, ils sont dans les combats. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on ne fait plus de combats face à face avec les GAT. Ils ne font que des situations en mettant des incidents, en mettant des EI devant nos troupes qui se déplacent. Il était aussi question de la libération des otages chinois. Les Chinois ont été libérés, mais ça demandait des actions purement militaires. Ces Chinois étaient entre les mains des assaillants depuis le 17 juillet 2021. Mais nous avons cherché, après des renseignements, des informations données par... si on peut dire la population, on a pu non seulement les situer et les dégager des mains de ces assaillants. Concernant la récente vidéo de torture de civils, le directeur général de la justice militaire qui était l'invité du jour a confirmé l'authenticité de la dite vidéo. Les éléments ont été identifiés, ils ont été retirés des opérations. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont sous sanction. Non seulement ils ont été reversés des opérations, ils ont été reversés à leur armée d'origine. Aujourd'hui, ils ont été sanctionnés, ils sont enfermés à Kati. Et après cela, c'est des gens qui seront mis à la disposition de la gendarmerie pour continuer les enquêtes. Le directeur de la justice militaire a par ailleurs informé de la tenue en novembre d'une audience criminelle. Des militaires seront jugés pour des affaires de viol et de meurtre. Le Mali a tout récemment été accusé de recruter des enfants soldats dans les rangs de son armée par un rapport. Lors de cette conférence de presse de la DIRPA, le directeur de la justice militaire a condamné le caractère infondé de ces accusations et a tenu à faire des éclaircissements sur les conditions d'élaboration de certains de ces rapports qu'il juge biaisés. On l'écoute au micro de Aruna Saliakone. La question d'enfants soldats pour laquelle les femmes ont été incriminées, que je peux dire à tort, parce que nous nous sommes battus sur tous les fronts et nous avons mis quiconque au défi. L'article 5 du statut général des militaires dit que nul ne peut être soumis à ces statuts s'il n'a pas 18 ans révolus. Et nous disons à tout le monde, au contraire, au Mali, les gens ont tendance à rabaisser leur âge pour venir dans l'armée. Ce qui fait que nous avons même introduit les cartes Nina parmi les pièces à fournir pour être enrôlés dans l'armée. Nous n'avons pas besoin d'enfants soldats. Mais il y a quelque chose qui s'est fait, il y a souvent des transpositions, des réalités sur certains théâtres d'opération que les gens essayent de prendre et
transposée dans notre pays. Nous ne connaissons pas cette histoire d'enfants soldats. Après, on nous a dit que non, c'est pas... On nous a dit que non, ce n'est pas les FAMA directement, mais c'est des groupes qui sont proches des FAMA. Nous ne répondons pas d'un groupe armé. On répond des FAMA, que cela soit clair pour tout le monde. Il y a des allégations qui n'ont aucun sens pour nous. Et je sais que l'aménagement est représenté et chaque fois, nous faisons les reproches à l'aménagement par rapport à la division des droits de l'homme de l'aménagement. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il y a souvent des allégations qui sont infondées et ils le disent entre parenthèses des fact-finding. Juste quelqu'un a dit, on met dans les rapports, on dit, on utilise le conditionnel. Et les rapports, ils vont loin. Et très souvent, les gens n'ont pas l'occasion d'aller se défendre. Donc nous dénonçons et nous avons beaucoup dénoncé certains rapports qui sont infondés. Souvent, on va jusqu'à dire que les FAMA donnent des armes et des munitions aux groupes armés terroristes pour que ces groupes ne les attaquent pas. Ça, c'est inimaginable. Ouverture des banques ce jeudi 4 novembre dans la matinée après une grève de 72 heures du Syndicat national des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF. Les devantures des différentes banques de la capitale étaient débordées de monde majoritairement venu pour des opérations de retrait. Aminata Traoré et Bakoro Banyari. Pour les 3 jours de grève là, moi je suis mécontente. Les citoyens lambda aujourd'hui, c'est ça un peu aisé dans la mesure où il va toucher à son argent. Voici l'état d'esprit de certains citoyens rencontrés à la devanture de certaines banques de la place après la reprise des activités bancaires au bout de 72 heures de grève initiée par le syndicat national des banques. Ces citoyens nous font part de leur mécontentement suite à cette grève. Cette grève des banques nous a beaucoup impacté, nous les salariés. Nous n'avons pas pu toucher notre argent qui se trouve dans les banques. Vraiment, nous avons beaucoup souffert. Cette grève nous a beaucoup impacté. Vraiment, toutes mes activités ont été bloquées à cause de ça. Mais il faut reconnaître que la grève des banquiers, là, vraiment, ça a laissé beaucoup de séquelles. Ça a laissé des familles vraiment sans argent. Et ça, ce n'est pas du goût du Malien. Nous avons besoin de notre fric. On leur a fait confiance. Donc, c'est les gestionnaires de notre argent. Contrairement à ses prédécesseurs, Emma dit avoir pris des dispositions pour minimiser l'impact de la grève. Comme tout Malien, je pense que ça a impacté beaucoup sur mes actions. Mais il est vrai qu'avec le mouvement, moi, je m'étais un peu fait une réserve. Cependant, ces citoyens proposent différentes solutions pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise dans l'avenir. Personnellement, je leur demande de chercher des solutions à l'amiable pour éviter ces genres de situations. Chaque fois qu'on aura besoin de notre argent, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle. On peut toucher à son argent à n'importe quel moment qu'on veut. Mais s'il faut constater que les banquiers doivent aller comme on appelle ça, en grève, vraiment, moi, je leur conseille dorénavant d'assurer, comme on appelle ça, le minimum de service. C'est très important. Pour rappel, les grévistes réclament l'application des augmentations salariales obtenues en 2021, conformément au procès verbal signé le 5 février dernier par l'UNTM et le gouvernement malien, ainsi qu'à la finalisation de la relecture de la Convention collective des banques, assurances et établissements financiers du Mali. Visite du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à la centrale hydroélectrique de Séléngué. Objectif, constater l'une des turbines réparées par les agents de l'EDMSA. C'était ce jeudi 4 novembre 2021. Moussa Tembini. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a visité aujourd'hui la centrale électrique de Séléngué. L'objet de la visite est de voir de près les travaux effectués pour la réparation d'une des 4 tribunes de 11 MW de la centrale hydroélectrique. Une réparation effectuée grâce aux efforts d'une équipe de 15 agents de l'EDMSA. Nous sommes venus aujourd'hui à Séléngué pour 2 raisons. La première raison, c'était de venir moins pour visiter le barrage de Séléngué parce que tout le monde l'a déjà visité, mais plus pour venir voir concrètement de visu la prouesse réalisée par les équipes de DMSA pour la réparation et la mise en service du groupe 4, de la turbine numéro 4 du barrage de Séléngué qui était en panne depuis 2020. Avec le courage et la bravoure et surtout le patriotisme des employés de DMSA ont permis, n'est-ce pas, de réparer ces groupes-là
presque à 0 francs. Parce que 6 millions à côté de presque un demi-milliard de francs CFA, c'est absolument rien. Pour le ministre Lamine Seydou Traoré, le problème de l'EDM devrait se résoudre en 2 phases. Le problème de l'EDMSA va être résolu à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la mise en œuvre d'un plan massif d'investissement. La deuxième, c'était la mise en œuvre d'une politique de maîtrise des coûts et de revenu assurance. Revenu assurance, ça a été matérialisé par le lancement de la campagne anti-fraude qui se poursuit. Malgré qu'il n'y a pas de tapage derrière, ça se poursuit et tous les jours, ces braves gens de la lutte anti-fraude arrivent fréquemment à arrêter des gens, à transmettre des dossiers à la justice. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre de la politique de maîtrise des coûts. Aujourd'hui, grâce au courage de ces employés de DMSA, nous venons d'économiser, EDM vient d'économiser un demi-milliard de francs CFA. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris leur courage à 2 mains, ils ont travaillé, ils sont arrivés à réparer ce groupe électrogène. Donc nous étions venus ici aujourd'hui pour les encourager à poursuivre cette politique-là de maîtrise des coûts, mais surtout de sacrifice à un moment difficile de la vie de notre histoire. Donc vraiment, je tenais à dire bravo aux équipes techniques, bravo aux dirigeants de DMSA. La mise en service de la tribune va permettre d'augmenter la capacité de production de la centrale de 21 à 32 MW. Et cela devrait contribuer à l'amélioration de la qualité du service au profit des consommateurs. En outre, cela permettrait aussi de diminuer considérablement le coût de production en économisant sur l'achat du combustible. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Thomas Greenfield, à la suite d'une visite au Mali, avec une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, s'est associée à la CEDEAO pour demander aux autorités maliennes de respecter la date du 27 février 2022 fixée pour les élections. Une équation presque impossible à résoudre compte tenu des différents défis sécuritaires que l'ONU n'a pas pu régler en 8 ans, au dire du ministre de la Refondation. Ainsi, l'exécutif malien demande de lui donner du temps. Abdoulaye Koniba Konaté. Nous avons été très clairs en tant que Conseil de sécurité au Mali sur le fait que les gouvernants devaient mettre en place immédiatement des plans pour faire avancer l'organisation des élections. Nous nous sommes associés à la CEDEAO pour leur demander de respecter la date du 27 février 2022 qu'ils s'étaient fixée. A déclaré Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, à l'issue d'une visite à Bamako fin octobre dernier. En effet, malgré les multiples répétitions d'un éventuel report des élections prévues en fin février prochain par les autorités maliennes de la transition, la communauté internationale ne ravise pas. L'Organisation des Nations Unies et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest restent campés sur leur position. Faire les élections conformément au deadline du 27 février 2022. Pourtant, les autorités maliennes de la transition, en pleine voix au chapitre sur cette question de la durée de la transition, sont dans la logique de résoudre des priorités poignantes. Et dans cette liste des priorités, l'organisation des élections en début 2022 ne figure pas à la première place. C'est plutôt les défis sécuritaires qui priment. Le ministre de la Refondation, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga, dans les colonnes du quotidien Info Matin, déclare « En 8 ans, la MINUSMA n'a pas pu accomplir sa mission principale qui est d'aider le Mali à se stabiliser. Elle a donc échoué à sa mission. Maintenant, les Maliens ont décidé de se prendre en charge. Donc, donnons-nous juste le strict nécessaire. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. » Par ailleurs, si on se réfère aux propos tenus par les ministres de la Refondation et les discours du Premier ministre Choguel Koukala Maïga en sifflant dans la même trompette que le président Assimi Goïta, le destin du Mali doit être décidé par les Maliens et non par la CEDEAO ni la communauté internationale. Pour cela, il faut attendre les conclusions des assises nationales de la Refondation attendues en fin février prochain. L'image du jour est consacrée à la ville de Doha. Doha est la capitale du Qatar, située sur le golfe Persique avec une corniche de 7 km. Elle a, en avril 2010, une population de 796 947 habitants. La ville est fondée en 1850 sous le nom de Al-Bida, sur un emplacement déjà connu, petit port de pêche et de perles. Situé dans le nord-ouest de la ville contemporaine, le quartier historique de Al-Bida fut probablement fondé par des Soudanais ayant fui l'émirat d'Abu Dhabi. Après avoir longtemps abrité les pirates qui écumaient le golfe arabo-persique, le petit village de Doha est détruit en 1867 lors de la guerre entre Bahreïn, soutenue par Abu Dhabi, et le Qatar. En imposant la paix en 1868, Londres place à la tête du Qatar Mohammed ibn
Ibn Tayni Al-Thani, cheikh de Doha. Ce dernier accepte de respecter la trêve maritime perpétuelle conclue en 1853, portant ainsi un coup significatif à la piraterie. L'Empire ottoman, souverain d'une grande partie de la péninsule arabique, maintenant de façon sporadique une garnison à Doha. À présent, l'actualité internationale. Dans l'état désertique du Rajasthan, la ferme solaire géante de Badla est la pièce maîtresse du plan de l'Inde pour devenir un champion de l'énergie propre. Je le fais parce que j'ai l'impression de contribuer aux besoins de développement de mon village. Les besoins en électricité du village de Kotputli sont de 220 MW et je génère 50 MW ici, sur mes terres. Je contribue donc à 2% des besoins en électricité de mon village. Je m'en réjouis. Pour l'heure, l'Inde est le troisième plus gros émetteur de carbone du monde, car environ 70% de son électricité provient de centrales à charbon. Comme les rapports du même genre, celui-ci ignore les faits et est rempli de préjugés, fustige le porte-parole de la diplomatie chinoise, alors que la Chine a dénoncé jeudi ce qu'ils appellent une manipulation des États-Unis après la publication d'un rapport du Pentagone faisant notamment état d'une accélération plus rapide qu'anticipée du programme nucléaire chinois. Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés. Les États-Unis se servent de ce rapport pour faire la publicité autour de la menace nucléaire chinoise. Il s'agit là d'une pure supercherie qui consiste à manipuler les mots et à confondre les images et les sons. Et la communauté internationale le sait bien. Les États-Unis sont en fait la plus grande source de menaces nucléaires au monde. Par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine exhorte les États-Unis à assumer sérieusement leurs responsabilités particulières en matière de désarmement nucléaire, à poursuivre la réduction substantielle de leur arsenal nucléaire d'une manière vérifiable, irréversible et juridiquement contraignante, et à protéger l'équilibre et la stabilité stratégique mondiale. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est alarmée jeudi du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 observé actuellement en Europe qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine. Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid. Je vous le disais à l'entame de cette édition, nous recevons pour vous Cheikhne Sissoko, initiateur du festival 55 Tamans Hip Hop et du festival international La Nuit du Taman. Bonjour Cheikhne Sissoko. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue et encore une fois, merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Je vais lire une petite biographie afin que les téléspectateurs puissent se situer. Ensuite, je vous reviendrai pour les questions. Ok. Natif de Koulikoro au Mali, Cheikhne Sissoko est issu d'une grande famille de griots. Il est le fils du célèbre griot Sissoko Baba Sissoko, membre du groupe mythique Ensemble instrumental du Mali et petit-fils de la griotte de renom Waldé Damba. Depuis son jeune âge, il a été bercé par les instruments traditionnels, mais le taman devient son instrument de prédilection auquel il s'est perfectionné à l'Institut national des arts INA à partir de 1998. Cheikhne Sissoko a exporté le taman à travers des grands festivals en Afrique comme le Massa d'Abidjan et sur plusieurs scènes européennes. Afin de valoriser davantage le taman, Cheikhne Sissoko crée en 2010 son propre groupe intitulé Somane Group. Il est également l'initiateur des 55 Tamans Hip Hop, un programme de formation artistique qui allie instruments traditionnels et rap. Cheikhne Sissoko est revenu d'Inde rien que la semaine dernière avec un trophée. Il va nous le présenter sur ce plateau. Bonjour Monsieur Sissoko. Bonjour. Alors pour commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est que le taman? Le taman, c'est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est également appelé le tambour parlant, originaire des membranophones de l'Afrique de l'Ouest. Oui. D'accord.
Vous avez lancé hier jeudi la 7e édition du Festival international de la Nuit du Taman. Pouvez-vous nous présenter ce festival? Bon, la Nuit du Taman, nous sommes en 7e édition. On a essayé de donner la chance à d'autres populations qui vont se profiter à nous regarder sur les plein air parce que tout le monde n'a pas de moyens d'aller nous regarder au palais ou à l'Institut français du Mali. Vu les interquartiers qu'on faisait au Mali, donc ils ont laissé tout ça. Donc j'essaye de faire venir un peu en arrière pour qu'on puisse mettre en valeur nos cultures, nos dongoni, seko, surtout nos instruments traditionnels qui est le tama. D'accord. En quoi consiste exactement ce festival? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez du taman, vous chantez, qu'est-ce que vous faites? Oui, je joue le taman, je chante, c'est moi qui arrange tous les morceaux, c'est moi qui compose tout. Donc j'ai aussi profité à appeler d'autres personnes, par exemple le balafon c'est chez nous, la calebasse, Plissi Yabara. Donc ensemble, nous essayons de mettre tous ces instruments traditionnels qui sont les instruments du Mali, qu'on ne les considère pas maintenant comme avant. Donc on est en train de mettre ça en valeur. Vous êtes quand même à la 7e édition de ce festival. Alors oui. Quelles sont les innovations de cette édition? Bon, même 55 tamas hip-hop, nous avons fait les tournées dans les 6 communes de Bamako. 55 tamas hip-hop, c'est-à-dire 50 éléments qui jouent les tamas, plus 5 tamas de chacun. Donc, accompagné aussi des jeunes rappeurs, des talents cachés, qui ne connaissent pas, qui ont l'habitude de faire des playbacks. Donc, je suis en train de les apprendre à chanter sur nos instruments traditionnels, qui est le tama, le balafon et la calebasse. Parce que d'habitude, ils accompagnent le tama avec les beats. Donc, tous ces beats-là, ça vient de chez nous. Donc, c'est mieux de les apprendre à connaître du live. Donc, c'est une création qui va, dans l'avenir, qui va les pousser à connaître beaucoup de choses, à avoir d'expérience sur ce que nous on fait au Mali ici. D'accord. Oui. Vous avez fait l'INA en 98. Oui, vous avez fait beaucoup de chemin jusqu'ici avec le groupe Somane Group, le festival 55 Tamas Hip Hop, le festival international La Nuit du Taman. Quels sont les projets à venir? Bon, je suis en train de voir pour faire un centre de formation, toujours continuer à parler de l'histoire de cet instrument. Parce que de nos jours, nos enfants ne connaissent pas l'histoire du tama. Bon, moi, j'ai l'habitude d'aller faire les masterclass en Europe, aux États-Unis, vu que tous ces enfants-là, ils connaissent déjà l'histoire du tama. Donc, chez nous, c'est le contraire. Je suis en train de lutter pour que les gens puissent s'intéresser à nos instruments traditionnels, qui est le tama, balafon. J'ai même fait masterclass à l'INA. Donc, je vais continuer à partager mes expériences avec d'autres artistes au Mali. D'accord. Oui. Maintenant, vous pouvez présenter votre trophée à nos téléspectateurs et un peu nous parler du festival dans lequel vous avez gagné ce trophée-là. Bon, j'ai été choisi par ambassadeur de Inde au Mali. Donc, il y a chaque année un grand festival qui est festival danse en Inde. La ville s'appelle Raipur. Donc, il y avait Mali, il y avait Colombie, il y avait Brésil, il y avait Nigeria, il y avait Rwanda et les Chinois et d'autres pays. Donc, parmi tous ces gens-là, Dieu merci, les pays étrangers qui sont partis là-bas, on a été honorés par un trophée avec le gouverneur de la ville dont on a fait le festival. Accompagné aussi des foulards, ça c'est leur coutume. En général, c'est le chef qui porte ça. Donc, le gouverneur m'a donné ça, plus le trophée. J'étais accompagné avec tout le groupe, on était 10 personnes. Voilà. D'accord. Félicitations à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup. Merci Bonne beaucoup. Chance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.